Bien, donc merci. Je vais vous rapporter un petit peu l'expérience que nous avons eue en Gironde par rapport donc à des alternatives à l'unité dédiée. Alors, de toute façon, il faut qu'il y ait d'abord une stabilisation. Donc, la stabilisation, elle peut se faire soit en sortie directe des services de rééducation, soit en sortie même des unités dédiées. Alors, comme alternative, nous en avons trois. Nous avons le retour à domicile, nous avons l'insertion en maison d'accueil spécialisée et nous avons l'expérience que je vais vous présenter, celle des maisons familiales. Alors tout d'abord, le retour en famille. Le retour aux familles, eh bien, ça va dépendre, la possibilité va dépendre de l'état de dépendance de la personne. Alors si l'état de dépendance nécessite des soins techniques, comme par exemple les états non répondants, les états aussi relationnels qui sont encore fragiles, le retour en famille est toujours possible. Mais il y a nécessité d'intervention pluridisciplinaire et ça devient l'hôpital à la maison. Alors, quelles sont les conséquences pour la famille ? Eh bien, c'est la famille qui est soignante. La famille soignante qui est à la fois soignante et coordinatrice des soins. Donc là, il y a un très gros risque d'épuisement familial et on ne peut pas imposer un retour en famille. De toute façon, même si on accepte le retour en famille, même si on peut l'accompagner, il faut toujours que la famille sache qu'on va revoir le projet à sa demande et en fonction de l'évolution des personnes. Alors, il y a des états de dépendance physique et cognitive associés, comme par exemple des patients qui présentent un état aussi relationnel et qui sont stabilisés. Alors là, il faut dire que le retour en famille est positif pour le lésé cérébral. L'environnement physique familier, un entourage affectif stimulant pour la communication, c'est là, finalement, où la personne lésée cérébrale se trouve le mieux. Mais la famille, elle était soignante dans le premier cas, elle devient auxiliaire de vie. D'où la nécessité de trouver des activités extérieures pour que la famille ne soit pas la seule relation sociale de la personne. Donc il y a un gros risque de repli social et d'enfermement pour la famille. Alors ensuite, deuxième possibilité, l'insertion en maison d'accueil spécialisée. Alors là, il y a des points forts. Les points forts, c'est l'équipe qui est formée, c'est la sécurité d'une présence soignante continue. C'est un projet de vie, entretenant l'éveil et la qualité de vie sociale. Mais il y a un point critique qui est très très important et qui a été évoqué déjà ce matin, c'est l'insuffisance de moyens pour assurer la poursuite des rééducations d'entretien indispensables pour ces patients. Il faut que les patients puissent avoir de la rééducation kiné au moins 3 ou 4 fois par semaine, qu'ils puissent avoir de l'ergothérapie, qu'ils puissent avoir un environnement de soins que les maisons d'accueil spécialisées habituelles ne peuvent pas offrir. Vous avez souvent un pauvre kinésithérapeute pour 45 ou 50 personnes qui ne peut pas assumer donc la prise en charge rééducative. Donc, maison d'accueil spécialisée, oui, mais alors je dirais à Bruno, alors, il faut qu'elle dispose de moyens adaptés, spécifiques. C'est-à-dire qu'il faut que ces maisons d'accueil spécialisées soient reconnues comme particulières pour accompagner des personnes qui sont très dépendantes. Et alors, j'en viens à la maison familiale. Entre la MAS, la maison d'accueil spécialisée, et le domicile, on peut aussi imaginer de regrouper ces personnes qui ont les mêmes besoins d'accompagnement dans des maisons de ville adaptées. En Gironde, nous avons donc une grande expérience puisque nous avons depuis longtemps collaboré, une collaboration avec l'AFTC, l'Association des familles de traumatisés crâniens girondines, qui assure la médiation locative, le SAMSA, Service d'accompagnement médico-social des personnes handicapées de l'ADAPT, qui assure la coordination et la veille au maintien du projet de vie, des associations prestataires d'auxiliaires de vie que nous formons, et les familles qui veillent au maintien du projet de vie. Alors, je ne vais pas vous raconter d'historique, simplement vous dire que l'expérience, elle date de 20 ans, puisque notre première maison familiale, elle a été créée en 1998 à la demande d'une famille, d'une maison collective qui était destinée aux travailleurs de l'ESAT nécessitant un accompagnement dans la vie quotidienne et domestique.
En 1999, à nouveau, on crée une autre maison. Puis la FTC gère un club transformé en CAJ en 2004. L'ADAPT gère un service mobile d'accompagnement qui n'avait aucune existence officielle et qui va être transformé en SAMSA en 2001. Et puis nous avons collaboré temporairement avec une association, avec une mutuelle, la MAF, qui nous achetait des maisons et qui les adaptait pour les louer. Cette assurance a créé UNCI et a développé le concept de maison des quatre. Donc nous avons poursuivi, l'ADAPT et la FTC ont poursuivi le développement des maisons familiales en partenariat avec les différentes associations. La FTC s'est fait reconnaître titulaire d'un agrément pour intermédiation locative et gestion locative sociale. L'ADAPT, qui évalue les besoins des personnes cérébro-lésées dans le SSR ou dans les appartements d'autonomisation sociale de l'UEROS. Le SAMSA, qui va coordonner les projets individuels des personnes, qui va déposer et défendre les dossiers à la MDPH, qui assure le suivi et l'accompagnement des demandes de changement éventuels. Actuellement, nous avons 17 maisons ou appartements familiaux, 10 appartements individuels qui sont gérés de cette façon-là. Alors, comment on installe une maison familiale ? On regroupe les candidats à une installation en maison ou en appartement familial en fonction de l'état clinique, en fonction du niveau de dépendance. On met en contact les familles et ou les tuteurs et on prend contact avec la MDPH. On définit le projet de vie avec la famille, les personnes elles-mêmes et l'équipe médicale qui est en charge la personne et les personnes, en fonction des centres d'intérêt des personnes et des disponibilités locales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'installer en maison collective en n'ayant pas de projet de vie. C'est-à-dire, est-ce qu'il va fréquenter les ZAT, le CAJ, le club, les activités avec les auxiliaires de vie. Il faut définir le budget disponible. Alors, il y a des gens qui sont indemnisés, sinon il y en a qui ont des rentes, des invalidités, l'AH ou la PCH. Ensuite, on va définir le cahier des charges immobilier. Alors, ce sont toutes des maisons individuelles ou des appartements, et la situation de ce logement va dépendre de l'occupation des personnes. Le projet de fonctionnement, on va le proposer, c'est une coordination, donc comme je l'ai dit, SAMSA, ou SPASAD, ou SAVS. Le partenariat, propriétaire ou bailleur social, service d'auxiliaire de vie, service de soins infirmiers, rééducateurs libéraux, médecins traitants généralistes, service sanitaire de recours, le SSR, en général à Bordeaux c'est le centre de l'ADAPT Château-Rosé, ou l'hôpital. La réalisation, eh bien, il faut réunir tous les partenaires sur le lieu d'installation. Alors, les maisons familiales, leur fonctionnement repose sur la sécurité assurée par les auxiliaires de vie. Alors, on peut considérer que dans les maisons familiales, il y a 3 niveaux d'accompagnement. Soit on a besoin d'une présence 24 heures sur 24, ce qui sera le cas des maisons pour lesquelles je vais vous parler tout à l'heure, la présence entre 6 heures et 12 heures et la présence inférieure à 6 heures. Il y a des temps partagés. Les temps partagés, c'est la présence de nuit, le repas et les courses, et les loisirs intérieurs. Le temps personnel, avec des accompagnements extérieurs individuels pour activités personnelles. Alors le fonctionnement, je dis idéal, parce qu'on n'y arrive pas toujours en fonction des associations d'auxiliaires de vie. Pour nous, le fonctionnement idéal, c'est d'abord d'avoir une maîtresse de maison, c'est-à-dire une personne qui est présente chaque jour, du lundi au vendredi. Elle est garante de l'organisation de l'accompagnement, elle gère le budget de fonctionnement de la maison, elle fait le lien avec la famille. Et puis il se rajoute bien sûr des auxiliaires de vie en roulement, affectés au fonctionnement du collectif et des accompagnements individuels. Alors le statut de ces maisons, eh bien, ce qu'elles ne sont pas. Ce ne sont pas des institutions. Nous n'avons pas de demande d'agrément ou d'autorisation à faire. Seule l'intervention du SAMSA est soumise à l'orientation par la MDPH. Un dossier pour AH et PCH est déposé à la MDPH. Il y a par contre un engagement des familles et des habitants pour une solidarité. Ce sont donc des domiciles privés au choix des familles et des personnes.
La chambre est privative et les autres locaux sont partagés. Pour y entrer, on signe un bail locatif avec la FTC et un contrat avec un service prestataire d'auxiliaire de vie. Ce n'est pas forcément toujours le même service prestataire. Les familles ont le choix. Les soins sont assurés par des intervenants libéraux sur prescription du médecin traitant. Le départ de la maison se fait à l'initiative des familles ou des personnes sur préavis d'1 mois. Alors, les maisons familiales pour personnes en EPR, elles ont été créées beaucoup plus tard. La première maison a été créée en 2008, recul de 11 ans donc maintenant, à la demande de 4 familles de jeunes lésés cérébraux qui étaient pris en charge dans le SSR de Château-Rosé, dans l'unité des 5 lits de personnes EVC-EPR. Ces familles ne voulaient pas que la personne reste en sanitaire. Elles ne voulaient pas non plus d'une orientation en masse parce qu'elles avaient peur qu'il y ait un manque de soins, pas d'accompagnement, mais de soins. Et elles avaient entendu parler des maisons familiales. Donc ce sont elles qui nous ont poussés. Nous étions très inquiets pour nous lancer, par rapport d'abord à la fragilité des personnes. C'était la première fois qu'on allait faire une maison pour EVC-EPR. Fragilité de l'état général, lourde dépendance physique et psychique, difficulté de communication, mais cependant capable d'une interrelation. Alors, nous étions inquiets aussi par rapport à l'importance du besoin d'accompagnement et par rapport au cahier des charges de l'habitation. Parce qu'autant les premières fois, on pouvait intégrer des maisons de ville qui n'étaient pas forcément adaptées parce que si on n'avait pas de handicap physique, par contre là, il y avait besoin vraiment d'un cahier des charges de l'habitation. Cependant, on s'est lancé parce qu'il y avait un savoir-faire acquis pour des personnes présentant des dépendances moins lourdes. Ça a été vraiment un projet commun, famille, équipe. Mais quand même, il y avait eu 6 ans de persévérance entre l'idée et la réalisation. Donc le cahier des charges, il nous fallait une grande maison adaptée à acheter. Il n'était plus question de louer, il fallait l'acheter. 5 chambres, circulation de grands fauteuils roulants, salle de bain adaptée, salle d'activité, un jardin. Et autre impératif, à proximité du SSR Château-Rosé, parce que compte tenu du risque, on voulait pouvoir reprendre les personnes en cas de souci. Alors du coup, nous n'avions pas les moyens, bien sûr, imaginez, l'FTC n'avait pas les moyens d'acheter une grande maison comme ça. Donc on a recherché un propriétaire motivé pour cette expérience et nous avons trouvé le Fonds de garantie automobile qui a accepté donc d'acheter la maison, qui a fait fonctionner une société pour rechercher le logement, programmer et suivre les travaux d'aménagement. Il y a eu l'expertise d'une équipe de soins et de rééducation qui était le centre de l'ADAPT Château-Rosé. Donc voilà le fonctionnement. Donc il s'agit d'un logement privé, un propriétaire privé, FGA, le Fonds de garantie automobile, la FTC qui est locataire principal, et les résidents, ce sont 5 sous-locataires. L'assistance humaine, c'est une assistance humaine qui est spécialisée, qui a été formée dans le SSR à l'ouverture, à la problématique particulière des 5 personnes qui allaient intégrer cette maison. Donc nous avions un potentiel de 14 ETP, plus un 0,5 de coordination. Les ressources, c'est l'AH, la PCH, 14 heures par résident. La PCH nous a donné 14 heures par résident, plus une personne qui était indemnisée en 24 heures sur 24. Le projet de vie, c'était l'ADAPT qu'il a réalisé avec la famille et par le biais du SAMSA. Et voilà qu'est créée la maison de Cécile, Frédéric, Julien, Laurence et Marie. Le loyer et les charges, 420 € par personne. Donc, c'est un partage de la location. Puis, encouragés par cette expérience, et parce que les familles nous l'ont demandé, nous avons créé une deuxième maison en 2017. Alors là, c'est une maman, tutrice d'une jeune fille qui a 28 ans maintenant, qui avait eu son accident à l'âge de 4 ans. Donc, cette petite fille était rentrée à la maison.
elle avait été prise en charge dans des centres pour enfants. Et la maman, puisqu'elle avait eu droit à réparation, avait fait construire une maison adaptée pour sa fille, avec 4 chambres, une salle de bain adaptée et de vastes locaux et un jardin. Ça correspondait tout à fait à notre cahier des charges. Et cette maman nous dit maintenant, ma fille a 28 ans, je crois il faut qu'elle vive au milieu des siens. Elle ne peut pas continuer à ne vivre qu'avec moi. Donc, je vous propose la maison en location. Et est-ce que vous voulez bien m'accompagner pour faire une maison pour personnes en EPR? Donc, le cahier des charges étant rempli, nous avons commencé le fonctionnement. Alors, la famille, donc là, le propriétaire, c'est une famille. Le juge des tutelles a été tout à fait d'accord pour que cette maison fasse un revenu pour la personne qui loue donc à ses colocataires. La FTC reste locataire principal. Les résidents, il y a 3 sous-locataires. L'assistance humaine, elle est spécialisée, formée encore dans le SSR de Château-Rosay à l'ouverture. Les ressources, l'AH et PCH, 14 heures par résident, plus une personne qui est indemnisée, c'est la jeune fille, 24 heures sur 24. La coordination du projet de vie est assurée par un SPASAD. Et il s'agit donc de la maison de Colline, Cécilia et Charles. Le loyer et les charges sont de 550 € par personne. Donc, si l'on reprend les 2 maisons, 5 plus 3, ça fait 8 personnes, qui vivent maintenant en maison familiale pour VCEPR. Comment sont-ils? La communication, on peut dire que tous communiquent par signes non conventionnels. Ils sont capables de montrer leurs émotions et leurs sentiments. Il y en a un qui émet des sons. La mobilité, on a 6 personnes qui sont tétraplégiques, 3 qui bougent une main, 6 qui tiennent et tournent la tête, 1 qui tient assis, et une personne qui marche avec aide dans un harnais spécial. L'état général, il est stable. Il y a une personne qui a des altérations respiratoires fréquentes, et puis il y a une personne qui est épileptique et qui peut faire des crises d'épilepsie, donc qui nécessite des consultations régulières avec un spécialiste neurologue. Donc la dépendance, ces 8 personnes vivent donc dans une maison familiale. Pour les actes élémentaires, elles sont totalement dépendantes pour la toilette, l'habillage et le déplacement en fauteuil. Pour ce qui concerne l'alimentation, il y en a une qui est nourrie par gastrostomie, 7 qui ont une alimentation orale donnée par un tiers, 3 en texture normale, 4 en mixé et au gélifié. Il faut penser qu'il faut beaucoup de temps pour nourrir ces personnes par un tiers, mais ça fait partie de ce à quoi les familles tenaient, et Corinne en a parlé ce matin. C'est très très important pour les familles que la personne continue d'avoir des goûts dans la bouche. Donc, il faut beaucoup de temps pour les nourrir, mais les auxiliaires de vie sont là pour ça, entre autres. Le projet de vie, c'est d'abord de conserver un bon état de santé. Donc, nous avons des intervenants libéraux, médecins, infirmières, équipe d'assistance pour la vie quotidienne. Il faut conserver les acquis. Donc là, intervenants libéraux. Alors la différence avec la maison d'accueil spécialisée, c'est que ces intervenants libéraux, ils interviennent sur prescription. Donc nous avons des kinés qui viennent tous les jours dans les maisons familiales. Orthophoniste qui peut venir aussi, et art thérapeute parce qu'il y a un patient qui est particulièrement sensible à l'art. Et il faut bien sûr que ça corresponde aux besoins de chacun. Alors si on voit les soins par exemple, le médecin traitant, il est choisi par la famille et il vient une fois par mois, ou sur appel bien sûr s'il y a un souci. Le médecin spécialiste, si besoin, 1 à 2 fois par an. Les soins infirmiers, on a une personne qui n'a pas de soins infirmiers, qui est juste assistée par les auxiliaires de vie. On a 6 personnes pour lesquelles on a 1 fois par jour un infirmier qui vient, et même 2 fois par jour pour un autre. La kinésithérapie, 2 fois par semaine au domicile, avec une verticalisation possible, puisque nous avons une salle d'activité dans laquelle on a pu mettre une table à verticaliser. 1 fois par semaine au cabinet et 2 fois par semaine au domicile.
Et il y a un patient qui a des troubles respiratoires, enfin qui s'encombre régulièrement, qui lui peut avoir jusqu'à 2 fois par jour une kinésithérapie respiratoire. Les autres thérapeutes qui interviennent, l'orthophoniste qui intervient 1 fois par semaine pour 3 personnes, l'art-thérapie qui intervient 2 fois par mois pour 6 personnes, et la musicothérapeute qui interviennent 2 fois par mois pour les 8 personnes. Edwige, il va falloir peut-être Oui, j'ai fini. conclure. Merci. Donc, le projet de vie, eh bien, c'est l'accompagnement par des auxiliaires de vie, en moyenne dans chaque maison. Donc, 3 personnes le matin, 3 personnes à midi, 3 personnes et 1 personne la nuit. Et les auxiliaires de vie sont garants de la qualité de vie. Voilà, donc c'est avoir une vie familiale. Les familles peuvent déjeuner avec les patients, venir déjeuner avec les familles, être le reine ou roi de la fête, sortir partout, dans la ville et partout. Et les familles, donc, pourquoi avez-vous choisi ce mode d'habitation pour votre parent ? Parce que la prise en charge est personnalisée, qu'ils ont une espérance de vie plus normale, que c'est une vie indépendante avec des jeunes de leur âge et un cadre de vie familial. Les points forts de ce mode de vie, c'est la vie collective, la relation étroite entre les résidents et les intervenants, une petite structure innovante regroupant des personnes ayant le même handicap, le partage des moyens. Les points faibles, difficultés de coordination et de transmission d'informations dans l'équipe, trop de changements de personnel de bonne volonté, mais souvent insuffisamment formé. Donc, pour l'évaluation, pour une échelle de 1 à 10, combien évaluez-vous la qualité de vie de votre parent ? Entre 7 et 8, tous. Êtes-vous satisfait du choix que vous avez fait et le referiez-vous ? Satisfait, mais insiste sur la formation des auxiliaires de vie. Et de toute façon, il le referait sans hésiter pour tous. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.